C'est pas ma faute. Combien de fois on l'a dit ou on l'a entendu? C'est pas ma faute. C'est pas ma faute si je ne suis pas née dans la bonne famille. Ce n'est pas ma faute si j'ai des problèmes de santé. Ce n'est pas ma faute si ça a été compliqué dans mon enfance. Ce n'est pas ma faute si j'ai perdu mon emploi. Ce n'est pas ma faute si... Bref, vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez derrière. Ce n'est pas ma faute. Et je pense que dans cette phrase, ça en dit beaucoup. Déjà parce que on veut se dédouaner de ça. C'est-à-dire que légitimement, il y a des choses que l'on n'a pas choisies. Et on a besoin que l'autre puisse le reconnaître. On a besoin qu'on ne nous fasse pas culpabiliser en fait de la situation. Donc on le dit, ce n'est pas ma faute. Donc derrière ça, il y a cette idée de ça sert à rien de m'en vouloir, ça sert à rien de me juger, ça sert à rien de me critiquer en fait. Soyez plutôt compréhensifs et plein de compassion. Dans le ce n'est pas ma faute, eh bien, d'une certaine manière, on se protège. Légitimement, parce que bien évidemment, et ça ne sera pas du tout mon discours, et je pense que si vous connaissez mon travail, vous le savez quand même, c'est pas du tout mon discours de vous dire, bah si, quelque part, on est tous responsables de tout ce qui nous arrive. Je n'y crois absolument pas. Ou bien, c'est des croyances qui sont, en tout cas, je veux dire, de l'ordre, voilà, de la simple croyance. C'est-à-dire, est-ce que nos âmes ont choisi? Je sais pas. Voilà, ça, je laisse à chacun et chacune son point de vue de la question. Mais de manière un peu plus pragmatique, on va dire, et on va essayer de rester un peu plus pragmatique. Je ne crois pas qu'on puisse choisir vraiment, ou en tout cas consciemment, ou dans une autre vie, bon voilà, là où on va habiter, notre famille, ou ce qui peut nous arriver, donc les traumas qui vont nous affecter. Je trouve que c'est très difficile de dire à quelqu'un, par exemple, bah oui, tu as été maltraité, ou tu as subi de la violence, mais tu vois, d'une certaine manière, tu étais fautif. Moi, j'y crois pas du tout, et je trouve ça dramatique d'avoir ce genre de discours. Donc ça, c'est pas du tout les discours que je vais apporter dans ce podcast. Donc c'est pas ma faute. Et c'est vrai, il y a des choses qui sont pas notre faute. En tout cas, voilà, qu'on n'a pas décidé. Et qui sont injustes. Parce que souvent quand on dit c'est pas ma faute, c'est parce que derrière on a ressenti quand même une forme d'injustice. Parce qu'on a été victime de quelque chose qui a été compliqué. Et qui nous fait défaut, ou qui encore aujourd'hui a un impact. Par exemple, on pourrait dire... J'ai du mal à faire confiance maintenant dans mes relations parce que j'ai été souvent trahie et c'est pas ma faute. Même si on pourrait bien sûr interroger en disant est-ce que le fait de choisir voilà, des personnes toxiques autour de soi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de peut-être à travailler? Oui, mais c'est peut-être lié à un trauma du passé, à quelque chose qu'on essaye de réparer. Et je suis assez convaincue parce que ma base, moi, elle est psychanalytique et dans la psychanalyse, on dit toujours que en fait, l'inconscient fait son travail, même si des fois il s'y prend maladroitement. Il veut en fait nous maintenir en vie. Le souci de ça, c'est qu'il nous maintient souvent en survie. Et qu'on ne vit pas quand on survit. On a une demi-vie. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a une souffrance et que c'est compliqué, qu'on n'arrive pas à se sortir de certains schémas qui nous sont toxiques, il faut aller consulter. Il faut aller voir un professionnel de la santé mentale, un psychologue, un psychiatre, et trouver l'aide dont on a besoin pour sortir justement de cette souffrance. Bien évidemment. Mais en attendant, on met tous en place en fait des techniques de survie pour avancer, pour faire face en fait à certains traumas, à certains aléas de la vie, à certaines difficultés. Et ça, c'est plutôt sain. Le souci, c'est que parfois, et surtout quand c'est dans l'enfance, on a mis en place en fait des techniques de survie qui ont des impacts négatifs. Prenons l'exemple de la toxicomanie, de la dépendance, des troubles alimentaires. Voilà, en fait, ce sont des choses qu'on a mis en place de manière consciente ou inconsciente pour justement survivre à quelque chose de pire, entre guillemets, mais qui a de l'impact négatif. Quelqu'un qui est alcoolique ne l'est pas par choix, par exemple. Il n'a pas envie, de bousiller sa santé, ses relations sociales, peut-être son travail, tout en fait. Il n'a pas envie de bousiller sa vie, pas du tout. Mais l'alcool lui apporte en fait des bénéfices pour pouvoir continuer à survivre. C'est pour ça que c'est important, bien sûr, d'aller traiter aussi la cause pour comprendre en fait ce qui se passe. Donc le c'est pas ma faute, il cache beaucoup de choses. Et il cache en fait un besoin de reconnaissance. C'est pas ma faute et s'il te plaît, prends-le en considération. Dans cet épisode de podcast, je voudrais donc d'une certaine manière renforcer cette idée de oui c'est vrai, ce n'est pas votre faute. Et s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a besoin d'entendre ça, eh bien je te le dis, c'était pas ta faute. Et ça n'est toujours pas ta faute ce qui t'est arrivé. Voilà, ça c'est dit.
Et je pense que tant que quelqu'un ne vous a pas dit ça, quelqu'un peut-être qui compte pour vous, ou quelqu'un justement sinon totalement extérieur qui ne vous connaît pas, vous n'allez pas pouvoir avancer en fait. Parce qu'on a besoin de cette reconnaissance. Ce n'était pas ma faute, ce qui s'est passé, ce qui s'est produit. Je n'ai rien fait pour que ça puisse m'arriver. C'est pas une question de karma ou je ne sais quoi. Après, chacun ses croyances encore une fois, mais je crois que c'est très malmenant en fait d'amener toujours cette idée-là parce que du coup, on a tendance à vouloir encore une fois s'auto-flageller. Et je sais que dans les personnalités atypiques et notamment hypersensibles, on a la rumination facile, on a l'autoflagellation facile. On a tendance de toute façon à se remettre en question très facilement. Et le problème de cette remise en question, c'est lorsqu'elle est contre soi en fait. Et donc, lorsqu'il y a un doute et qu'on se dit vraiment, est-ce que c'était pas un peu de ma faute ? Parce que derrière, c'est pas ma faute, des fois, il y a un peu cette idée-là, se dire, venez me dire s'il vous plaît, venez confirmer que ce n'est pas ma faute. Sinon, on n'a pas besoin de le dire aux autres, en fait. On n'en a rien à faire. Donc, je pense que derrière cette phrase-là, il y a ce besoin que l'autre confirme, en fait. Se dire en disant, effectivement, ce n'était pas ta faute et tu ne pouvais rien y faire, rien y changer. Et ça, je crois que c'est hyper important et salvateur d'en prendre conscience. Une fois qu'on a dit ça, il va falloir avancer. Alors ça peut prendre longtemps. Quand je dis avancer, ça ne veut pas dire « bon, ça y est, t'as compris, c'est pas ta faute, on avance ». Non, non. Si c'était aussi facile, on serait des machines, on serait des robots. C'est pas le cas. Avantage et inconvénient de la situation. Mais ça prend du temps. Ça peut prendre des années. C'est pour ça que c'est mieux d'être accompagné quand on sent que ça a trop d'impact. Mais je trouve que parfois, il y a des personnes qui ont un peu trop quand même ce réflexe de c'est pas ma faute, vite, dès qu'ils ont fait une bêtise, on a l'impression que du coup c'est un peu l'enfant en nous qui réagit, de peur peut-être d'être puni, d'être jugé, d'être rejeté, de c'est pas ma faute, hein, d'accord, c'est pas ma faute, hein, tu m'en veux pas, hein, c'est un peu cette idée-là. Et il y en a qui vont malheureusement aussi se cacher derrière c'est pas ma faute, pour ne pas prendre leur responsabilité. Ça c'est encore autre chose. Alors tu vas me dire oui mais comment on peut savoir en fait parfois si il nous faut nous remettre en question parce que derrière il faut prendre nos responsabilités ou si vraiment c'était pas notre faute. Je sais pas, j'ai pas la réponse adéquate. Alors bien évidemment je pense que quand il s'agit d'agression ou quand il s'agit de choses qu'on a subies dans notre enfance, c'est difficile de dire quand même que c'est votre faute, hein, bien évidemment. Je crois que de toute façon l'agresseur est toujours plus fautif, et toujours fautif d'ailleurs. Et quand on est enfant, on est en situation de vulnérabilité, de fragilité, et on est dans un monde où c'est les adultes qui sont maîtres et donc qui ont quand même force malheureusement sur les enfants et donc qui doivent prendre eux toute leur responsabilité, chose que beaucoup d'adultes ne font pas. Mais sinon, je pense que ça peut être important, encore une fois, d'y réfléchir. Donc j'ai pas la réponse à vous donner en disant est-ce qu'il faut vraiment s'interroger ou pas. Par contre, j'ai 8 petites astuces que moi j'ai mis en place et que je propose aux personnes que j'accompagne, parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais oui, je fais des accompagnements individuels, en visio, parce que, comme tu sais certainement, j'habite au Royaume-Uni, donc je ne fais pas en présentiel. Tu iras sur mon site Elodie Crépel, et dans rubrique accompagnement, tu auras toutes les informations. Mais ce que je pense, c'est que c'est important en fait de passer de cette transition de sentiment en fait de j'ai été victime, et il faut reconnaître ce statut de victime, à une approche plus proactive à un moment donné. C'est-à-dire que si tu t'enfermes en disant c'est pas ma faute et puis c'est comme ça, parfois on s'en sert comme excuse pour ne pas avancer. Je veux dire par là qu'on va pas remettre en question que c'est pas ta faute. Imaginons que tu me dises oui mais moi c'est pas ma faute, j'ai eu des parents par exemple, qui n'étaient pas du tout... moi, j'entends souvent sur l'hypersensibilité, un exemple, c'est pas ma faute si je suis pas à l'aise avec les émotions, parce que mes parents, dans l'éducation que j'ai reçue, ils n'ont jamais laissé la place aux émotions. Et même eux-mêmes sont très mal à l'aise avec les émotions, donc c'est pas ma faute. Ok ? Effectivement, ça, c'est pas ta faute. Voilà, on choisit pas sa famille, on est avec ces parents-là, et puis on fait avec. Mais maintenant, pour faire face à ça, qu'est-ce que tu vas mettre en place ? C'est là où je parle d'être proactif. Des fois, on ne se le sent pas, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours l'être. Mais je trouve qu'on se sent tellement plus fort, en fait, en vrai, dans le fait de passer à l'action. J'avais déjà fait des podcasts sur le sujet. En fait, on sort d'une posture qui est rassurant, comme un enfant, en fait, où quand on dit c'est pas ma faute, j'ai été victime, c'est très rassurant parce qu'il y a des gens qui vont prendre soin de nous, mais attention, pas tomber dans le triangle de Karpman, c'est-à-dire que quand on est une victime, on attire certes des sauveurs qui veulent nous prendre sous leurs ailes, mais on va
attirer aussi des bourreaux, des personnes qui justement vont peut-être abuser de notre situation en fait de vulnérabilité. Et on va attirer encore plus, par exemple, les pervers narcissiques ou les gens, les manipulateurs et voilà, autres superbes personnalités. Surtout lorsqu'on est atypique, malheureusement, c'est pas rare. Et puis, dans le c'est pas ma faute, ça veut dire, et quand on s'arrête là, ça veut dire que je peux pas changer la situation. Ça veut dire, voilà, c'est pas ma faute. Tu comprends, j'ai eu des parents pour qui les émotions, c'était une faiblesse. Donc, c'est comme ça. Voilà, c'est gravé dans le marbre, je peux rien y changer. Ça peut être rassurant, mais ça peut être aussi très destructeur. Parce que du coup, vous ne donnez aucune possibilité que les choses changent. Et ça, je l'entends sur beaucoup de domaines. Notamment, un là qui me vient et qui est très d'actualité avec des personnes que j'accompagne. J'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, enfin souvent d'entrepreneuses qui sont des mêmes preneuses, donc des mamans qui sont entrepreneuses comme moi, et qui disent mais moi j'ai pas le temps avec mes enfants de faire ça, de faire ça, de faire ça. Le j'ai pas le temps, c'est aussi la question derrière, c'est est-ce que tu arrives à t'organiser ? Ça, c'est une vraie question, hein, surtout quand on a un TDAH, des atypies, l'organisation, la procrastination, vrai grand sujet, dont aussi tu as des podcasts sur cette thématique-là. Et c'est vrai que j'ai envie de dire, mais tu sais, je comprends ce que tu veux dire. J'ai moi-même 4 enfants, je suis entrepreneuse, ça veut dire qu'il faut faire des choix. Ça veut dire qu'il va falloir prioriser des choses. Donc, c'est pas la même, tu vois, posture de dire, en fait, c'est comme ça, c'est pas ma faute. Entre ma vie de famille et ma vie entrepreneuriale, je peux pas tout faire. Ça, c'est une posture en fait de victime et de passivité. Tandis que l'autre posture, c'est j'ai choisi de faire des choix différents. J'ai choisi de prioriser d'autres choses. Par exemple, pour moi, il est indispensable que ma maison soit hyper bien rangée, hyper clean, parce que quand je reçois du monde au dernier moment, tout ça, parce que voilà. Et puis c'est quelque chose qui... J'aime pas vivre dans une maison bordélique. En fait, j'ai fait le choix, effectivement, de faire bien mon ménage au lieu de travailler, par exemple, sur mon entreprise. Et je veux pas entendre dire « Ah oui, mais bon, c'est normal ». Non, il y en a qui se disent « Bon, tant pis, la maison est en bordel, j'ai une montagne de linge comme pas possible, sauf que là, moi, ma priorité à moi, c'est de bosser dans mon entreprise ». Donc, il n'y a pas de meilleur choix, hein, je suis pas du tout en train de juger ça. C'est juste que c'est une prise de position proactive. Dire en fait, j'ai priorisé ça au lieu d'autre chose. Et du moment en fait que tu as cette position et que en fait tu te re-responsabilises sur un choix que tu as fait, tu sors de « Ah, c'est pas ma faute ». Et ça change tout, parce que, par exemple, là, si tu prends conscience qu'en fait, effectivement, ça t'est insupportable qu'il y ait de la vaisselle sale dans l'évier, c'est ok, hein, personne n'apprécie forcément d'avoir de la vaisselle sale dans l'évier, on est d'accord. Mais, de dire, j'avoue que ça, c'est quelque chose de trop important pour moi. Ou bien, est-ce que c'était vraiment important pour moi, ou est-ce que je m'en suis servi comme excuse pour éviter d'avancer sur quelque chose qui me stressait, comme dans mon entreprise ? Donc là, je te donne cet exemple-là, mais ça peut être des moments de dire, mais moi, j'ai pas le temps d'aller au sport. Ok, c'est possible, je comprends. Mais du coup, ton temps, il est à quoi ? Parce que si tu me dis que tu passes et tu regardes le temps que tu passes sur ton écran, regarde le temps que tu passes sur ton écran, tu te rendras compte que peut-être ce temps, tu aurais pu l'utiliser pour autre chose. C'est ok de ne pas vouloir faire de sport, encore une fois. En fait, je crois qu'on a vite tendance à culpabiliser. Et c'est pour ça qu'on évite d'être honnête envers soi-même vis-à-vis des choix qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait. Donc, pour essayer d'être dans une approche proactive face aux défis de la vie. Parce que de toute façon, on en a tous. Toi, moi, tout le monde. Alors, il y en a qui sont mieux lotis ou plus mal lotis que d'autres, on est bien d'accord. On a tendance à dire que la roue tourne. Je pense que contextuellement, des fois, c'est un peu un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Parce que, par exemple, si je reprends ce petit exemple de l'entrepreneur qui va passer plus de temps à nettoyer chez lui qu'à faire développer son business, il va être toujours avec un business qui ne va pas fonctionner. Tandis que si tu fais augmenter ton business jusqu'à que tu aies suffisamment d'argent pour justement déléguer la partie ménage à quelqu'un d'autre, en fait, là, on est sur un cercle vertueux. Sauf si tu adores faire le ménage, ce que je comprends. Il y a plein de gens, moi, je fais mon propre ménage, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'était pour l'exemple. Donc, 8 points. Donc, le premier, c'est la mentalité de croissance. C'est ce qu'on appelle le fameux mindset. Et en fait, elle a été développée par la psychologue, notamment Carol Dweck. C'est-à-dire que la mentalité de croissance, ça repose sur l'idée que les capacités et les talents peuvent être développés par l'effort, la persévérance et l'apprentissage. Donc l'apprentissage, ça peut être compliqué quand on a trop peur de l'échec. Toutes ces personnes qui n'osent pas en fait essayer quelque chose de nouveau, c'est parce qu'elles ont très 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 peur souvent d'échouer, parce qu'elles n'ont pas compris qu'on ne pouvait pas réussir sans échouer. Tant que vous n'avez pas assimilé qu'aucune réussite ne peut se faire s'il n'y a pas d'échec avant, ça ne fonctionnera pas. Et là, je parle, toc toc toc, à toutes les personnes HPI.
qui ont eu, malheureusement, je dis bien malheureusement du coup, trop de facilité en fait. Et pour qui, comme c'était facile du premier coup, ou en tout cas pas trop difficile, dès qu'elles sont face à un challenge difficile, elles se disent que c'est pas pour elles. Parce qu'elles ont été mal habituées en fait, et donc elles ne savent pas faire d'efforts. Là, alors, la notion d'effort. Qu'est-ce que c'est un effort si ce n'est quelque chose qui vous met en difficulté, en fait, et qui est inconfortable. L'effort est inconfortable, quel qu'il soit psychologique, émotionnel, physique. Si vous faites une activité physique ou qu'importe, vous allez vous rendre compte que c'est seulement dans l'effort que vous allez, en fait, croître, c'est-à-dire que vous allez de mieux en mieux, tout simplement, vous développer. Il faut faire des efforts, en fait, pour atteindre de nouveaux résultats. L'effort, c'est vraiment pénible. On est d'accord, quand on est fatigué, tout ça, c'est compliqué. Mais en plus de ça, ça suffit pas pour avoir une mentalité de croissance. C'est-à-dire qu'il faut de la persévérance. C'est-à-dire qu'il faut persévérer et continuer à faire des efforts et à continuer d'apprendre sans cesse. Alors on est d'accord, c'est épuisant. Et donc, le souci, c'est que lorsqu'on est dans une mentalité de « c'est pas ma faute », on n'est clairement pas dans une mentalité de croissance. Donc, c'est pas facile, ce n'est pas possible. Mais c'est seulement cette perspective en fait qui va vous encourager à voir les défis comme des opportunités. Je sais que cette phrase elle va agacer, mais c'est vrai. C'est-à-dire que au lieu de voir ça comme un obstacle insurmontable, en se disant moi mes parents, c'est sûr que les émotions n'avaient pas leur place, c'est génial. J'ai un super défi devant moi. Je pars de très loin. Je ne peux que progresser du coup dans l'accueil de mes émotions. Voilà. Donc c'est ça que je veux dire, c'est le mindset. C'est vraiment c'est important de réaliser que c'est possible, en fait. Ou bien d'aller chercher la voie du possible. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, on vient tous au monde comme dans une partie de cartes, avec des cartes super chouettes, mais avec des cartes de merde. Vraiment. Ce genre de cartes, on se dit, je sais pas quoi en faire. Mais vous avez deux possibilités. Soit vous vous focalisez sur toutes les cartes de merde que vous avez dans votre jeu, soit vous dites, bon, effectivement, il y en a beaucoup plus que ce que je voudrais, mais je peux aussi me focaliser sur le reste, en fait, de mes cartes. Et me demander qu'est-ce que je vais en faire. Il y a des gens qui ont eu vraiment, et vous avez plein de témoignages et plein de choses, mais c'est assez extraordinaire. Et ça me fait penser à ce livre sur... Alors attendez, je le prends, il n'est pas très loin de moi en plus. Ah voilà, Plus rien ne pourra me blesser de David Goggins, qui est assez incroyable. Je vais vous lire la 4e de couverture. Pour David Goggins, l'enfance a été un cauchemar. Pauvreté, préjugés raciaux et violences familiales ont ponctué ses jours et hanté toutes ses nuits. Ce jeune homme était totalement dépressif, obèse et sans aucun avenir à l'horizon, incapable de courir plus de 500 mètres. Il va pourtant choisir de prendre son destin en main. Grâce à une force de caractère hors du commun, une discipline extrême et un travail acharné, il va se métamorphoser en une icône des forces américaines. Seul homme de l'histoire à avoir été breveté de la Navy SEAL, ranger de l'armée de terre et contrôleur aérien tactique, il a par la suite établi de nombreux records d'endurance dans le domaine des ultramarathons, au point d'être proclamé l'homme le plus en forme des États-Unis. Bref, et c'est qu'un témoignage parmi tant d'autres. Donc on voit bien qu'il partait avec de très 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 mauvaises cartes. On se demandait même quelles étaient ces bonnes cartes. Je pense tout simplement que c'est sa hargne en fait. Il est allé puiser peut-être dans sa colère, dans sa hargne, et il en a fait une force en fait, de la persévérance. Il a appris, il a fait beaucoup d'efforts. Vraiment ce livre, moi j'ai adoré le lire, mais vous en avez plein d'autres qui témoignent de ça. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est la responsabilisation personnelle. Parce que passer d'une posture de « c'est pas ma faute », donc de victime, à une posture de responsabilité, ça implique du coup de reconnaître sa part dans les situations vécues et se concentrer sur les actions possibles pour améliorer votre condition. Donc, ça nécessite de l'humilité, mais aussi de la confiance en soi. Et je pense que c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas confiance, elles ont tendance déjà à être susceptibles, parce que l'ego est fragilisé, et puis à se dire que de toute façon, elles ne pensent pas qu'elles soient capables de changer les choses. Donc, à quoi bon ? À quoi bon essayer ? Parce qu'elles ne pensent pas que ce soit possible. La confiance en soi, le problème de la confiance en soi, c'est que ça se travaille seulement dans la mise en action. C'est seulement parce que vous allez passer en action, que vous allez vous prouver que vous êtes capable de faire des choses, que ça va renforcer votre confiance en vous. Et c'est parce que vous allez avoir confiance en vous que vous allez continuer à sortir de votre zone de confort. Donc c'est un peu cercle vertueux, cercle vicieux. Là, c'est un serpent qui se mord la queue, de l'œuf à la poule, vous avez compris. Bon, vous pouvez utiliser plein de métaphores différentes, mais vous avez compris l'idée. Et donc oui, ça peut être extrêmement frustrant et compliqué. C'est pour ça que être accompagné par un coach, par exemple, ça peut être super chouette parce qu'en fait, son but, ça va être de découper et de prédécouper, mais vous pouvez déjà le faire seul,
en fait vos challenges en tout petits défis et prédécouper ces petits défis en toutes petites marches et ainsi de suite. Un peu la théorie des petits pas. Ça, c'est hyper important. Bref, en tout cas, soyez honnête envers vous-même. La responsabilité personnelle est importante. Troisième point, pratiquer la gratitude. Moi, c'est un truc qui m'a énormément aidé. C'est-à-dire que ça consiste à reconnaître, à apprécier tous les petits aspects positifs de la vie. Encore une fois, c'est cette idée de, au lieu de vous concentrer sur les mauvaises cartes de votre jeu, de se concentrer sur les positives, en fait. Ce qui va, en fait, ça va vous permettre d'associer ça à du bien-être. Ça va diminuer votre stress, et vous aurez une meilleure résilience. C'est des choses très simples, mais je vous l'avais déjà dit, mais moi je prends un plaisir incroyable, mais genre vraiment orgasmique, quand je me mets enfin dans mon lit le soir, après une longue journée, parce que je me lève très tôt avec les enfants, vers 5h30, 6h, où je m'occupe d'eux, puis après j'ai la journée de travail, puis après j'ai les enfants, puis souvent je vais au sport après le soir, je suis fatiguée, puis après souvent mes enfants se lèvent, vous savez ce que c'est la vie de parent, hein, si vous avez des jeunes enfants, bref, des fois il faut les coucher, donc bref. Et enfin, quand j'ai pu prendre ma douche et que je me glisse dans mon lit sous la couette avec le coussin bien moelleux, un kiff, pas possible. Et je me dis à chaque fois que ça en valait le coup. Parce que je n'aurais pas su apprécier autant mon lit, mon coussin et ma couette si j'avais eu une journée pas aussi fatigante. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que je dois être épuisée tous les jours, mais j'ai un grand sentiment en fait de gratitude à ce moment-là. Mais j'en ai dans tout au long de ma vie, tout au long de ma journée. Mais c'est des petites choses comme ça auxquelles on ne pense pas. Le fait de pouvoir boire et d'étancher sa soif. Je rappelle quand même qu'il y a beaucoup de pays dans le monde où il y a des gens qui ne peuvent pas avoir de l'eau courante. Donc c'est quand même pas rien. De prendre une bonne douche chaude, par exemple. Bref, il y a plein de choses comme ça où on peut se délecter. Des choses simples, en fait. Voilà. Et bien sûr, on peut avoir la gratitude pour les gens qui nous entourent, pour avoir un métier qui nous plaît, un toit sur la tête et compagnie. Bref, vous pouvez choisir plein de choses. Quatrième point, de l'autocompassion. Parce que oui, en fait, j'aime pas trop ces discours qui vous disent allez, c'est bon, maintenant tu te mets un coup de pied au cul pour avancer. Mais j'y crois pas. Je pense que ça peut donner, effectivement, ça peut faire avancer un coup de pied au cul, mais c'est pas ça qui va vous faire continuer. Et au contraire, c'est ce qui va vous mener souvent au burn-out, à l'épuisement. Je pense que un véritable amour de soi, c'est-à-dire se traiter avec bienveillance, lors des moments où justement vous êtes en souffrance, lorsque vous vous sentez en échec, lorsque vous ne vous sentez pas à la hauteur, en fait, ça va faire partie de cette autocompassion qui est nécessaire. C'est en reconnaissant que toutes ces expériences en fait font partie de votre vie et vous englober avec bienveillance, vraiment, avec un vrai sentiment d'humanité, chose que en fait je suis sûre que vous faites pour les autres. Et ça va vous aider à surmonter justement cette autocritique et favoriser beaucoup plus une attitude positive face aux défis. Naturellement, on le fait auprès des enfants, et encore que, parce que dans certaines éducations très strictes, on se dit « tu vas en faire quelqu'un de mou, de faible, de fragile, tout ça ». C'est totalement faux. Il y a énormément d'études maintenant sur le sujet qui démontrent quand même, oh là là, c'est pénible de devoir le répéter, mais voilà, qui démontrent au contraire que faisant preuve de compassion et de bienveillance, c'est pas de la complaisance. C'est ça qui est différent. La bienveillance, c'est pas de la compassion, c'est pas de la complaisance. C'est pas juste, oh oui, c'est normal, tu y arrives pas, écoute, voilà, c'est pas grave, ne fais rien, t'es bien comme ça. Non, pas du tout. Si vous êtes en échec, dire, ok, c'est difficile. C'était quelque chose qui comptait pour moi. Et le fait de ne pas y arriver, de ne pas avoir atteint mes objectifs, c'est décevant. Je me déçois moi-même. Et c'est un sentiment qui est douloureux, en fait, de se décevoir soi-même. J'ai peur, en plus, peut-être de décevoir mes proches, peut-être qu'ils avaient des attentes, peut-être j'ai peur qu'on m'aime moins. Est-ce que ça change quelque chose à ma valeur? Et se rendre compte de ce genre de discours interne, de pouvoir le verbaliser seul ou de l'écrire, c'est se dire, mais non, je sais que ma valeur ne se résume pas à cet échec. Oui, j'ai le droit d'être déçue, parce que j'attendais un autre résultat, parce que je me suis donnée à fond en plus. Et tout en me donnant à fond, je vois que j'ai pas le résultat. Et je me dis que peut-être que j'y arriverai pas. Et je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire de plus ou de mieux pour y arriver. Et ça, c'est stressant, c'est angoissant, et c'est déstabilisant, c'est inconfortable. Tout ça, c'est ok. Et donc à ce moment-là, se dire, c'est ok que tu ressentes ça. C'est totalement ok. Et prends le temps de ressentir ça pleinement. Mais il faut après avancer. Cinquième point, c'est lieu de maîtrise interne. Alors, qu'est-ce que c'est le concept de lieu de maîtrise? Bon, c'est un peu, voilà. C'est introduit par Julian Rotter, en fait, qui distingue entre toutes les personnes qui attribuent leur succès, leur échec à des facteurs internes, donc à leurs propres actions, ou externes.
Genre c'était la chance, les circonstances, le contexte, voilà. Et un lieu de maîtrise interne, c'est associé à une plus grande responsabilité personnelle et à une perception de contrôle sur sa vie. C'est-à-dire que, ok, parfois il y a un facteur chance, il y a une circonstance, on est d'accord. Mais la question c'est de savoir, toi, quel facteur interne aurait pu jouer positivement ou négativement dans la situation. Ça c'est hyper intéressant. Le but, encore une fois, c'est pas du tout, mais du tout de se culpabiliser, mais c'est de sortir en fait de cette victimisation qui peut être toxique. Et se dire, bon, effectivement, si je reprends encore cet exemple, mes parents ne m'ont peut-être pas donné l'amour, la tendresse, peut-être que ce que j'ai vécu avec eux, c'était difficile, peut-être que le fait qu'ils soient bloqués dans leurs émotions, ça m'a également bloqué, ça a été très compliqué pour moi, mais aujourd'hui, je suis adulte. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est dans mes capacités en fait, et qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire changer les choses. Et ça se fera pas du jour au lendemain, ça va se faire avec du temps. Mais ça, c'est important en fait. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on met tout sur notre responsabilité, pas du tout. Mais c'est juste qu'on arrive à faire la part des choses entre ce qui n'est pas de notre responsabilité, qui est donc externe, et interne. Et ça s'appelle le lieu de maîtrise. Et ça, c'est aussi en fait d'une manière donc très réengageant, mais rassurant. Parce que ça veut dire que vous pouvez avoir un impact sur ce qui peut se passer. Donc je trouve que c'est plutôt positif. 6e point, c'est l'activation comportementale. Donc c'est une approche thérapeutique qui encourage l'engagement dans les activités positives et pour améliorer en fait votre humeur, votre bien-être au général. Donc cette approche thérapeutique, elle se concentre sur la planification d'actions qui sont bénéfiques pour éviter la passivité. Souvent donc lié au sentiment de victimisation. Donc vous allez analyser en fait votre comportement. Vous allez vous demander en fait qu'est-ce qui améliore mon comportement pour que je sois proactive. Par exemple, est-ce que le matin, mettre 3 réveils, parce que vous n'arrivez pas à réveiller sur un seul réveil, c'est quelque chose de positif ou pas? Est-ce que le matin, commencer par une boisson excitante avec du café, est-ce que c'est quelque chose de positif ou pas? Moi je ne sais pas, hein, vraiment chacun est différent. Cherchez en fait tout ce qui va vous permettre, encore une fois, d'activer des comportements positifs en fait dans votre journée pour la mise en action. 7e point, les techniques de pleine conscience. Ça, alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent, beaucoup d'hypersensibles. Donc après, la pleine conscience, ça peut être aussi de la méditation, ça peut être plein de pratiques de la respiration, voilà. Mais c'est pour développer en fait une conscience accrue du fameux moment présent, d'accord ? Ça réduit la tendance à la rumination, du coup, sur le passé. Ce qui est fait, maintenant, on est dans le présent. Et donc aussi, on diminue l'anxiété, enfin en tout cas les inquiétudes sur l'avenir. Ce n'est pas encore fait. Voilà. Donc ça favorise en général une acceptation de soi, des circonstances. On va mettre un peu plus de recul en fait sur les choses sur lesquelles on n'a pas d'impact et on va plutôt réfléchir là maintenant, qu'est-ce que je peux faire en fait. Et donc ça diminue le besoin aussi de se victimiser. Il y a plein de techniques de pleine conscience qui, voilà, ça c'est à vous d'en chercher de celles qui, voilà, je ne suis pas du tout spécialisée dans la pleine conscience, mais je sais que ça aide énormément. Il y a aussi la prière, on n'y pense pas assez, mais pour les personnes qui sont croyantes, enfin, on n'a pas besoin d'être croyant pour prier, mais voilà, c'est une pleine conscience en fait qui peut diminuer le stress et nous redonner en fait une proactivité, parce que ça diminue le stress. Et donc on sait bien qu'en fait l'ennemi de l'action c'est aussi le stress. Et enfin, 8e point, c'est de développer des compétences de résolution de problèmes, bien sûr. Donc c'est le fait d'acquérir des compétences dans la réflexion en fait, c'est-à-dire que face à un défi, face à une difficulté, comment je vais le gérer en fait, de manière proactive. Parce que ça va alors c'est le fameux sentiment d'efficacité personnelle qui est hyper important, de Bandura en fait, qui démontre que plus vous avez la sensation de pouvoir être efficace et de pouvoir faire face à une situation, donc c'est aussi en lien avec la résilience, plus ça va réduire en fait la tendance à la victimisation. C'est-à-dire, ok, là j'ai un problème, je ne sais pas y faire face, mais je ne sais pas encore y faire face. Là ça me stresse, mais je sais qu'avec du temps, parce que je vais me poser, je vais prendre un vrai moment pour réfléchir, j'ai aussi en fait des ressources pour y faire face, que je peux actionner, ça va le faire. Ça va être difficile, ça va être pénible bien sûr, mais ça va le faire. Bref, j'espère qu'en essayant d'intégrer en fait tous ces concepts, toutes ces stratégies en fait, vous pourrez avoir des outils concrets pour essayer de transformer en fait cette attitude de c'est pas ma faute, qui est quand même une attitude très de victime. Et encore une fois, je vous l'ai bien dit, ça dépend de situation, on est d'accord, mais maintenant c'est qu'est-ce que vous allez en faire dans une approche un peu plus proactive et positive face aux aléas de la vie, parce qu'on en a tous, on en a toutes, et que je vous souhaite encore de vivre très longtemps. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que oui,
vous allez encore devoir faire face à des choses difficiles en fait. Parce que c'est la vie. Et que je suis désolée de vous dire ça, mais c'est vrai. Je vois trop de personnes qui attendent de la vie que ça soit facile. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des moments qui sont faciles, heureusement. Mais il y a aussi des moments qui sont difficiles. Et en fait, la résilience, c'est pas d'aller bien quand tout va bien. C'est de rebondir quand ça va mal. Et de se demander en fait qu'est-ce qu'on va en faire. Et ça peut être long. Et oui, ça va demander des efforts et de la persévérance et de l'apprentissage. Exactement. Voilà. Donc c'est pas ma faute. À chaque fois que vous direz ça, vous repenserez à cet épisode de podcast. Qu'est-ce que maintenant vous allez en faire? Qu'est-ce que ça dit de vous? C'est pas ma faute. Ça dit rien de mal, absolument rien de mal. Mais par contre, ça dit que pour le moment, vous avez peut-être besoin de reconnaissance. Ça veut dire aussi que vous n'êtes pas encore passé dans la phase en fait de proactivation. Et ça veut dire que votre situation ne changera pas. Si vous dites par exemple, c'est pas ma faute, moi j'ai tendance à avoir des compulsions alimentaires, de mal manger, c'est pas ma faute, j'ai pas le temps de cuisiner, tout ça. Avec la vie que j'ai, puis j'ai toujours eu par exemple une alimentation émotionnelle, c'est comme ça, j'ai toujours vu mon père, ma mère, gérer ça comme ça, je sais pas, vous voyez l'idée, c'est pas votre faute, d'accord, mais maintenant vous en faites quoi? Parce qu'il y a énormément de ressources, il y a beaucoup de professionnels spécialisés sur ce domaine-là, comme dans tous les domaines d'ailleurs, et ça veut pas dire que en voyant un professionnel, ça aussi je l'entends souvent, des fois il y a des personnes, ils vivent mal leur hypersensibilité ou leur TDAH et ils attendent que le ou la professionnel en fait leur donne la solution. Mais ça fonctionne pas comme ça. Personne n'a des solutions miracles. C'est souvent justement un travail personnel qui va prendre du temps, des mois, des années. Surtout si ça fait des années que vous en souffrez, vous allez donc mettre des années. Mais vous me commencez maintenant parce que plus tôt vous commencez et plus tôt il y aura des résultats. Mais ça prendra du temps. Et ça, le temps et la patience, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et beaucoup chez les atypiques, je vois beaucoup d'atypiques qui disent qu'ils sont impatients, qu'ils sont très frustrés parce que ça va pas assez vite et tout. Et les technologies et les IA ne nous aident pas en fait à comprendre que nous, on ne fonctionne pas comme des robots ou des machines, qu'on fonctionne comme la nature et qu'une tomate ne pousse pas en un jour. Voilà. Bon, j'espère que cet épisode de podcast vous a parlé, a pu vous aider, vous a donné des clés concrètes. Comme d'habitude, ce podcast, il existe grâce à vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à me faire des retours, à noter le podcast, mais surtout à le partager autour de vous. Si j'adore les gens là qui me partagent en story et qui me taguent, je suis super contente à chaque fois. Donc si vous avez envie que le podcast continue, sachant que je ne l'ai pas, c'est pas du tout mon revenu, c'est pas comme ça que je gagne ma vie et il reste totalement gratuit et il n'y a pas de pub et tout. N'hésitez pas du coup à continuer à parler du podcast et à le faire vivre parce qu'il vit du coup grâce à vous. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine.